en Auvergne-Rhône-Alpes, on va dans l'Isère, sur les rives de la Bourbre. Et on voit ça avec vous, Claire Jeudi de l'Épage de la Bourbre, avec Fanny Richard de l'association Porte de l'Isère Environnement, avec Myriana Leroy de la communauté de communes des Balcons du Dauphinois, et avec Raphaël Quesada de l'association Loup Parvis ou L'Eau Parvis. Je ne sais pas comment on dit en isérois. L'Eau Parvis. Voilà, c'est à vous. Donc, on va essayer très rapidement de vous présenter ce qu'on fait donc, en Isère sur un secteur, et on laissera le maximum de place à la discussion. Donc, pour vous situer où on se trouve, donc ex-région Rhône-Alpes, département de l'Isère, et on se trouve, nous, dans le nord du département de l'Isère, plus précisément. On est sur deux types de bassins versants. Le bassin versant de la Bourbre, hop, ici, qui se jette dans le Rhône passe là. Et puis, on a plein de petits bassins versants qui se jettent directement dans le Rhône. Et on va vous présenter un plan de gestion sur ce bassin versant-là, mais il y a un autre plan dont on parlera tout à l'heure qui concerne le reste du territoire. La particularité, c'est que tous les bassins versants sont interconnectés pratiquement, avec des limites de partage des eaux qui se situent dans des marais. Et donc, les animaux peuvent facilement passer d'un bassin versant à l'autre, ce qui est une particularité. Deux types de cours d'eau en Isère. Les cours d'eau où le castor est présent. Et deuxième type de cours d'eau, les cours d'eau où le castor sera bientôt présent. Parce que, je le rappelle, un cours d'eau normal, c'est un cours d'eau où il y a des castors. Deux enjeux pour notre territoire, et on pourrait le dire pour d'autres territoires, un enjeu de conservation et de restauration de la biodiversité, afin de maintenir et de favoriser la présence du castor sur le territoire, et puis un enjeu social et économique, qu'on a évoqué un peu déjà ce matin, de concilier la présence du castor et les activités humaines. Deux objectifs sur la conservation. Le premier, c'est de préserver et améliorer les habitats favorables à la dynamique démographique du castor. Le castor était historiquement très présent sur le Rhône. Là, il est en train de recoloniser tous les affluents et il arrive sur des têtes de bassin. Et puis, donc, c'est vraiment cet objectif numéro 2. Il faut contribuer à cette restauration de l'aire de présence biogéographique du castor. Pour nous, c'est fondamental. Les objectifs 3 et 4 sur le social et l'économique, c'est premièrement d'informer les habitants du territoire de la présence du castor et de son rôle écologique. On a vu ce matin déjà, la plupart des habitants ne savent pas qu'il y a du castor. C'est vraiment quand ils sont confrontés à la présence du castor et qu'il a commencé à y avoir des conflits d'usage qu'ils s'en rendent compte. Sinon, ils entendent très peu parler et ils n'ont pas cette culture. Pour eux, le castor, ça vient d'Amérique. Donc il y a un vrai travail de pédagogie à faire. Et puis, un autre, c'est d'éviter de prévenir et de gérer les conflits d'usage qui vont croissant dans notre secteur, puisque je vous ai dit qu'il est en train de remonter les têtes de bassin. Merci. Claire Jeudi, j'interviens à l'Épage de la Bourbre, donc syndicat de rivière sur le bassin versant de la Bourbre, et je coordonne un contrat environnemental qui vise à restaurer la trame verte et bleue et la ressource en eau sur le territoire. Donc pour vous faire une idée, ce bassin versant, c'est 220 000 habitants, 80 communes, 9 intercommunalités. Et ce contrat environnemental actuel, c'est un programme d'action sur 5 ans avec près de 60 projets, 25 mètres d'ouvrages différents et 15 millions d'euros pour restaurer cette fameuse trame verte et bleue. C'est dans ce cadre-là que nous avons très fortement, poussé par l'association Le Parvis sur notre territoire, porté un plan de gestion, élaboré un plan de gestion sur le castor, étant donné qu'il est de plus en plus présent et se fait de plus en plus remarquer. Nous avons pour cela missionné une autre association naturaliste sur le territoire, l'association Porte de l'Isère Environnement, donc Fanny Richard, qui va nous présenter notamment la méthode de ce plan de gestion. Donc, bonjour, donc Fanny Richard, chargée d'études à l'association API. Donc effectivement, l'objectif de ce plan de gestion, c'était vraiment d'avoir une vision globale des enjeux liés à cette espèce sur le bassin versant.
Et donc, pour cela, on a utilisé une méthodologie basée sur 3 axes principaux. Donc, d'une part, on avait donc pour objectif d'actualiser les données et de connaître la répartition du castor à l'échelle du bassin versant. Donc, c'était de la recherche d'indices en période favorable, donc en période hivernale. Donc, bois coupé, corsage, barrage, gîte, empreinte, coulée. Tous les types d'indices ont été inventoriés, pointés au GPS, dénombrés. Le second axe de travail, c'était d'inventorier tous les points de blocage pour le franchissement par cette espèce sur le bassin versant. Donc d'identifier tous les points de conflit potentiels avec tous les types d'ouvrages qu'on pouvait rencontrer, et notamment qui pouvaient poser problème. Par exemple, quand on avait des buses d'un diamètre inférieur à 50 cm de diamètre, les ouvrages vraiment limitrophes avec des axes de circulation qui pouvaient présenter un risque en termes de collision. Donc le troisième axe de travail, c'était de faire un état des lieux de la disponibilité de la ressource alimentaire, donc de cartographier vraiment la ressource alimentaire du castor, tout d'abord en déterminant la largeur de la bande végétale ligneuse le long des cours d'eau. Donc, c'est-à-dire qu'on a parcouru les cours d'eau en rive droite et rive gauche pour essayer de déterminer si on avait une ripisylve plutôt continue, plutôt en bosquet, avec des arbres isolés ou alors sans végétation du tout. On a également déterminé la continuité de cette végétation. Donc, si on avait une végétation... pardon, je me suis trompée. La largeur de la bande végétale ligneuse, autant pour moi, c'était si on avait une ripisylve inférieure à 3 mètres, donc on considérait que c'était une bande végétale ligneuse étroite, ou supérieure à 3 mètres, une bande végétale ligneuse large, et la continuité de la végétation, donc si on avait une végétation continue ou discontinue ou absente. Et on a également recensé la densité en espèces préférentielles et en espèces d'appoint. Donc si on avait par exemple plus de 80% dans le boisement d'espèces préférentielles, on considérait que c'était une forte densité. Et puis en dessous de 50, une densité rare, voire nulle. Et donc ça nous a permis d'avoir vraiment une cartographie assez précise à l'échelle du bassin de la disponibilité de la ressource alimentaire. Et puis un autre des axes de travail aussi du plan de gestion, c'était d'identifier les potentiels points de conflit pour pouvoir intervenir si besoin. Donc un exemple de rendu cartographique du plan. Donc ici, on a recensé l'ensemble des indices de présence, anciens et présents. Donc on en reparlera un petit peu après, mais au niveau de la ville de Bourgoin-Jallieu, on a un blocage. Donc voilà, on a constaté qu'on n'avait plus d'indices de présence au-delà de la ville de Bourgoin-Jallieu, puisqu'on a la présence d'un double seuil qui faisait une rupture de continuité pour l'espèce. Et donc un deuxième exemple de rendu cartographique, donc là ça représente la bande végétale ligneuse. Donc on a à peu près 60% du linéaire qui concerne une bande étroite, donc c'est-à-dire inférieure à 3 mètres de largeur. Voilà, donc je laisse Claire continuer. Donc du coup, ce gros travail qu'a réalisé l'association Portes de l'Isère Environnement, je tiens à préciser aussi qu'un comité de pilotage spécifique avait été monté pour valider ce plan de gestion, dans lequel nous avions les intercommunalités, les sylviculteurs, les agriculteurs, les associations naturalistes, du coup les pages. Ce travail a permis de mettre en avant des grosses ruptures de continuité, en particulier 4 sur la Bourbre, qui est la rivière principale en fait, qui prend sa source à l'ouest du lac de Paladru, pour ceux qui connaissent le Nord-Isère, qui traverse du coup une vallée beaucoup plus urbaine avec ici Bourgoin-Jallieu, l'île d'Abo, et ensuite qui va se jeter dans le Rhône à l'est, au nord-est de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Donc, je vais vous présenter quelques exemples de ces ruptures écologiques. Attendez, voilà. Non, c'est pas ça. Hop, il y a toujours un petit temps d'habituation. Alors, nous sommes là sur un secteur totalement urbain, sur la commune de Bourgoin-Jallieu, avec la Bourbre qui est du coup complètement chenalisée entre des murs de soutènement, et un seuil lié en fait au pont du département.
Donc j'espérais pouvoir vous montrer les travaux. Malheureusement, les niveaux d'eau ont été assez élevés en septembre, donc ça a été reporté. Donc là, vous voyez, le département de l'Isère avait commencé une rampe d'accès, etc. Mais ce sera reporté en mai. L'objectif de ces travaux, donc de l'ordre de 300 000 €, c'est de créer une rampe en enranchement, voilà, à la place du seuil. Et du coup, en faisant bien attention à garder pour le coup les berges totalement imperméables pour éviter que le castor remonte sur la route, le castor ici pourra enfin remonter en amont de la commune de Bourgoin-Jallieu. Non, toujours pas. Voilà. En fait, deuxième exemple, juste en amont. Donc, une fois qu'on aura passé ce seuil que je viens de vous montrer, il y en a un autre encore plus problématique. On n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur de travaux. Donc, c'est le double seuil que je vous présente ici. Encore de la compétence du département de l'Isère, puisqu'on est sous une grosse départementale. Ici, voilà. Donc, encore une fois, un milieu très, très urbain. L'autre étant un petit peu plus en aval ici. Donc là, on est sur des travaux de près de 800 000 €. C'est autre chose avec des grosses problématiques géotechniques. Et la solution va être une passe à poissons avec une grosse banquette terrestre. Voilà. On n'a pas encore la validation de la faisabilité technique, mais il y a encore quelques questions qu'on se pose en termes d'inondation sur les abords. Mais voilà, c'est l'objectif de résoudre cette rupture écologique. Non, toujours pas. Merci. Et enfin, troisième exemple, du coup, cette fois sur un affluent de la Bourbre que vous voyez ici, c'est la plaine du Cattelan. En fait, c'est un canal d'assèchement de la grande plaine de marais du Cattelan. Et donc, dans un contexte plus rural, on a une très grosse départementale qui, si je ne dis pas de bêtises, est la départementale la plus circulée d'Isère avec 22 véhicules jour. Et donc, en 10 ans, on a eu 4 collisions de castors. Alors bon, on est loin du contexte qu'a présenté l'Adréal au niveau des canaux, mais enfin quand même, à l'échelle de notre bassin versant, c'est énorme. Et donc ici, on a un petit ruisseau affluent du Cattelan, le ruisseau du Vert, qui passe sous la départementale sous un cadre béton, plus un seuil. Donc évidemment, le castor, lui, il remonte et il se fait écraser. Donc là, la solution envisagée par le département de l'Isère, qui sera réalisée l'année prochaine, c'est en fait un ouvrage, la recréation complète d'un ouvrage sous la route avec des banquettes terrestres. Voilà. L'importance de résoudre ces ruptures écologiques, on va le présenter. Je vais repasser la parole à Fanny Richard. C'est que ici, sur le bassin versant, finalement, le castor est présent sur toute la Bourbe en aval, sur tout le Cattelan. Mais ici, en fait, ces grosses ruptures concentrent les conflits d'usage. Merci. Donc, rapidement, pour vous présenter 2 cas de conflits qu'on a rencontrés sur la ville de Bourgoin-Jallieu, donc justement. Un premier cas à l'hiver 2017-2018 où on a eu une construction de barrage à ce niveau-là, donc à côté d'une zone commerciale, une zone de restauration rapide, qui a induit en fait une élévation du niveau de l'eau sur une parcelle qui était classée constructible et sur laquelle la commune avait un projet justement en cours. Donc aujourd'hui, c'est une parcelle qui est totalement inondée et donc qui n'est plus constructible a priori. Donc voilà, ça a causé, comme vous pouvez l'imaginer, un certain nombre de problèmes et ça a entraîné la destruction du barrage par une ou plusieurs personnes. Donc il y a un constat qui a été fait par l'OFB pour essayer d'identifier les personnes à l'origine de cette destruction. Malheureusement, elles n'ont pas pu être identifiées. Pardon. Et alors,
évidemment, le barrage a été reconstruit au fur et à mesure, puisque le castor a pour habitude de revenir régulièrement recharger. Ce barrage était détruit lui aussi régulièrement. Donc le castor a fini par abandonner le barrage. Donc effectivement, ici, on aurait peut-être pu anticiper ça en ayant une veille plus particulière avec des agents formés, des agents des collectivités ou des agents du syndicat de rivière qui interviennent relativement régulièrement sur ce secteur et qui auraient pu mettre en place une veille. Effectivement, il aurait fallu une réactivité d'intervention beaucoup plus forte. Et puis éventuellement intervenir sur le barrage, bien qu'en zone urbaine, c'est toujours compliqué d'intervenir sur un barrage parce qu'il y a le risque que le castor le reconstruise dans un secteur qui est encore plus problématique. Donc, voilà. En tout cas, il y a manqué de sensibilisation et de communication sur ce cas-là. Et puis un second cas, donc juste en amont, à quelques centaines de mètres. Tout à l'heure, on était un peu plus au sud. Et donc ici, on a deux passages busés qui ont été bloqués, l'un par un barrage et l'autre par un apport de bois lié au castor, qui ont entraîné là aussi une élévation du niveau de l'eau sur une parcelle agricole, une parcelle de blé qui a entraîné une perte de rendement pour l'exploitant. Et donc là, un constat de l'OFB a été fait et la solution trouvée, ça a été d'araser le barrage sur une quarantaine de centimètres et puis de vérifier régulièrement le barrage pour l'écrêter si besoin et enlever les branches également au fur et à mesure. Voilà, je repasse la parole à ma collègue. Merci. Donc bonjour, moi je suis Myriana Leroy, de la communauté de communes des balcons du Dauphiné. Moi je vais vous illustrer, en fait, vous présenter un exemple de conflit d'usage en zone rurale à partir d'un exemple d'intervention sur le canal du Champ, qui est situé sur la commune de Corbelin, en Isère. Juste pour vous représenter quelques éléments de contexte, en fait, le secteur d'intervention est situé au sein d'une vaste zone de marais qui a été massivement drainée. Il y a de nombreux canaux de drainage qui sont présents sur le secteur. Le secteur est situé sur un des paléochenaux du Rhône, donc vous voyez, il est ici. La maïsiculture est particulièrement importante sur cette zone. La problématique étant que nous avons été sollicités par un exploitant agricole début 2017 suite à l'installation d'un barrage de castor qui a provoqué l'inondation d'environ 1,6 hectare de parcelles de maïs, empêchant de ce fait l'exploitant agricole de semer et de récolter son maïs. Après échange avec l'agriculteur, il semble en fait qu'il soit intervenu à de nombreuses reprises en fait sur le barrage, sans que ça ait d'effet significatif puisque le castor remontait continuellement, ce qui détruisait la veille. Et petit point en particulier, on avait constaté quelques semaines auparavant un arasement illégal d'un barrage qui est situé un peu plus en amont sur un secteur qui n'occasionnait en fait là aucun conflit d'usage. Pour vous présenter le contexte, en fait, vous voyez ici, il y a le barrage de castor, là il y a le cours d'eau en fait. Le drain principal qui longe les parcelles agricoles ici. Donc le barrage est situé à la confluence avec le cours d'eau et le drain principal, qui faisait remonter le niveau d'eau en fait dans le drain et causant l'inondation des parcelles agricoles à proximité. Il y a eu une phase de concertation qui s'est traduite par de nombreux échanges avec l'ensemble des acteurs locaux, la commune qui est propriétaire des parcelles, l'exploitant agricole, l'association L'eau par vie et la communauté de communes des balcons du Dauphiné. Suite à ces échanges, il y a une note qui a été rédigée à destination des services de l'État. Puis l'ONCFS à l'époque est venu sur site pour faire une expertise. Et envoyer son rapport. Nous avons eu l'autorisation d'intervenir le 28 février 2017. Autorisation d'intervention sur le barrage pour abaisser les niveaux d'eau, favoriser le ressuyage des parcelles et permettre surtout à l'exploitant de récolter et de semer son maïs. Plusieurs interventions ont été réalisées. Tout d'abord, nous avons tenté c'est une tentative de déplacement du barrage de castor. On a construit un barrage un peu en amont du barrage initial, ce qui a été un échec total puisque ça n'avait aucune influence sur le niveau d'eau. Nous ne sommes pas des castors. Et le castor continuait à alimenter son barrage initial. Nous avons tenté une autre intervention, qui a été cette fois-ci d'installer 2 siphons, en fait, 2 tuyaux drainants dans le barrage. Comme vous voyez, oui, il est bien avancé. Sur l'image, en fait, en gris, ce n'est pas très visible. Cette fois-ci, ça a été efficace pendant plusieurs semaines.
Donc l'exploitant a pu justement donc, récolter et semer son maïs. En août 2017, il y a eu 2 nouveaux barrages de castors qui sont installés, donc beaucoup plus en amont. Fin 2017, les parcelles ont été de nouveau inondées. Le castor a agi efficacement en fait sur les siphons, il les a bouchés. Donc là, en concertation avec les acteurs locaux de nouveau, on a choisi de ne pas intervenir en raison de la période, donc période hivernale, pas d'impact pour les activités agricoles. Et début 2018, on a fait une nouvelle intervention sur le barrage de manière identique pour permettre en fait l'activité agricole, le ressuyage et les semis, mais cette fois-ci avec poste de clôture électrique. Conclusion, donc cette intervention a eu un dénouement favorable puisqu'elle nous a permis de concilier donc, les activités agricoles. L'exploitant a quand même pu récolter et semer son maïs et la présence du castor, ce qui n'a pas toujours été le cas parce qu'en fait, dans une situation similaire, en fait, sur un autre cours d'eau, le dénouement n'a pas été favorable pour l'exploitant agricole qui n'a pu ni récolter ni semer son maïs. J'ai bientôt fini. Il s'agit du premier conflit d'usage qui a été géré par l'intercommunalité. Donc, ces interventions ont été particulièrement chronophages. Les moyens humains et matériels nécessaires pour ces interventions ne sont absolument pas négligeables. Et en fait, ça a été un élément déclencheur pour initier une réflexion plus globale. Et donc, en fait, sur cette situation, malgré l'avis favorable de la commune en fait, de restaurer des prairies humides, malgré l'intérêt environnemental de remettre en eau le site, la situation n'a pas pu être atteinte en raison des activités agricoles. Il est apparu nécessaire en fait, pour nous de mener une réflexion plus globale en fait, pour concilier donc, les activités humaines et la réhabilitation des milieux naturels. Il s'agit notamment donc, de mettre en œuvre une stratégie cohérente, concertée et harmonisée donc, sur notre territoire. Et cela s'est traduit par l'élaboration donc, de 2 plans de gestion, un sur le bassin versant de la Bourbe et un au nord en fait, de l'Isère, donc sur le territoire des Balcons du Dauphiné. Voilà, merci pour votre attention. De la contribution du castor à l'élaboration des PLU, c'est extrêmement intéressant. Alors, des questions, des interventions? Merci pour votre intervention. Je me posais la question dans un souci Oui, mais tu t'es pas présenté. Maxence Bell, France Nature Environnement, Bourgogne-Franche-Comté. Je me posais la question dans un souci de pouvoir reproduire ce type de travail ailleurs. Qu'est-ce qui, à l'origine, a fait que vous avez fait ce plan de gestion sur ce territoire plutôt que sur un autre? Est-ce qu'il y a des raisons qui expliquent ça? Alors, les raisons sont qu'on était sur ce territoire, voilà, et qu'on avait essayé, la SFEPM le disait tout à l'heure, mais je fais partie des personnes qui, depuis 4-5 ans, titillent la SFEPM pour qu'il y ait un PNA Castor et qui n'y arrive pas. Mais voilà, mais maintenant les choses vont changer. Et du coup, on s'est dit, bon, parce que ça ne se fait pas au niveau national, on va commencer à le faire localement. Donc, on avait échangé avec Vincent et puis avec d'autres pour ça. Et donc, on a saisi l'opportunité, comme l'a dit Claire, du contrat sur le bassin de la Bourbe pour lancer le premier. On a saisi l'opportunité des conflits d'usage qui étaient récents, puisque tant que le castor était sur le Rhône et les principaux affluents, il n'avait pas besoin de construire des barrages. Je disais, pour me moquer, que quand je voulais voir des barrages, j'allais dans la Drôme chez Jean-Pierre Choisy, parce que dans l'Isère, ils ne savaient pas construire de barrages, les castors. Et là, maintenant, ils ont appris depuis. Et donc, tous les petits cours d'eau où le castor se réinstalle, ils construisent des barrages, ça devient systématique. Et donc, les conflits d'usage arrivant, il a été nécessaire de faire ce plan. Alors, pour le moment, dans les documents qu'on a mis à disposition de tout le monde, il y a le plan sur la Bourbe. L'autre plan n'est encore pas validé par le comité de pilotage parce qu'à cause du Covid, on a pris du retard. Dès qu'il sera validé, on pourra le donner à tout le monde. Donc l'idée, effectivement, c'est que ça puisse servir dans d'autres bassins. Et on organise des formations avec l'association Rivière-Rhône-Alpes. Alors maintenant, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Auprès des techniciens de rivière pour les inciter à faire par bassin versant des plans de gestion castor sur chacun des bassins versants. Merci. Oui, Christophe Angst. Merci. Je pense que le dernier cas, c'est le cas école. Comment on essaye à résoudre les problèmes avec le castor et on n'arrive pas? On a toutes les ressources sur un cas et puis on n'arrive pas. Et je pense qu'il faut arrêter, tout le monde, on a fait nos expériences, il faut arrêter à focaliser que sur les
sur les dégâts sur les cas et avoir une stratégie, comment inclure le castor vraiment dans l'aménagement du territoire, le changement climatique. Je vais en parler tout à l'heure parce qu'on a fait les mêmes choses. Vraiment de l'intégrer comme outil pour l'avenir. Parce que sinon, on n'arrive pas. On n'a pas les ressources. On fait tout le monde se fait chier. Sorry, mais c'est la réalité. Et puis, il faut arrêter avec ça. Est-ce que votre le plan de gestion que vous avez évoqué en fin de présentation répond à ça? Est-ce que c'est ça l'idée? Complètement. L'idée, c'est vraiment d'avoir du castor déjà de partout sur le territoire, de favoriser les habitats et les connexions écologiques pour qu'ils puissent remonter partout, parce que c'est un atout formidable pour les cours d'eau et pour les zones humides et toute la faune et la flore associée. Donc déjà, ça, c'est le premier constat à faire partager à tout le monde. Et le deuxième, c'est d'anticiper et de résoudre des conflits d'usage. Et en fait, sur l'ensemble du bassin, au final, on a 4 endroits à problème aujourd'hui. C'est très peu par rapport à l'ensemble. Par contre, c'est très chronophage. Donc l'idée, c'est de bien raisonner globalement en disant le castor, c'est bien partout, il faut qu'il soit connu et reconnu pour ses services écosystémiques au maximum. Et que là où il pose problème, eh ben on fait un focus et on va régler les problèmes comme on peut. Alors, c'est jamais super satisfaisant, mais en étant très réactif, comme ça a été dit tout à l'heure, on résout 90% des conflits, on les résout en réagissant très rapidement. Est-ce que se poser la question à l'échelle d'un plan de gestion comme ça peut aller jusqu'à se poser la question du bien fondé de la maïsiculture? Alors, effectivement, dans le dernier cas, c'est exactement ça. La discussion avec l'agriculteur et la commune, c'est de dire, dans un paléoméandre du Rhône, aujourd'hui en plus, il n'y aura plus de pratique de curage de rivière. On se retrouve avec des fossés qui se retrouvent plus bas que le niveau de la rivière. Donc on va avoir des remontées de nappes. Si le castor vient rajouter des barrages dessus et qu'on ne peut pas intervenir, on se pose la question, et il y a des secteurs où l'agriculture recule le maïs pour installer des prairies. Et donc là, nous, l'idée, c'est de voir comment on peut accompagner. Et c'est pour ça que dans notre comité de pilotage, il y a la Chambre d'agriculture aussi, comment on peut accompagner pour un retour vers des milieux plus naturels le long de ces cours d'eau. Et pareil avec les sylviculteurs pour sortir les peupleraies des bords des cours d'eau et laisser une ripisylve. Merci, oui. Ça rebondit un peu sur ce qui a déjà été dit. Présenter. Valentin Aignot, Maison de la Nature. Chaque fois, je suis désolé. Ouais, pas de souci, pas de souci. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi je ne sais pas dans votre secteur, mais pour les locaux, est-ce qu'ils ont déjà connaissance, ils connaissent bien qu'il y a le castor, est-ce que c'est reconnu, ou est-ce que parfois c'est un peu une découverte et ils ne savent pas du coup comment agir, et donc si on sensibilisait déjà de manière conséquente en amont et en étant réactif, du coup, on aurait moins de conflits d'usage. Et du coup, la sensibilisation, elle a tout son intérêt, il faudrait communiquer plus vite, plus fort, mettre des moyens. Ouais. Oui, effectivement, de toute façon, la communication, c'est vraiment un des axes principaux d'intervention. Et dans le cadre du plan de gestion sur la Bourbre qui a été réalisé, c'est un gros volet des actions qui vont être menées parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a une méconnaissance de la part de la plupart des usagers, que ce soit les pêcheurs, les chasseurs, les promeneurs, le grand public ou même au niveau des élus ou des décisionnaires. Donc effectivement, il va falloir aussi faire un gros travail à la fois de formation des agents sur le terrain pour avoir des sentinelles et pouvoir anticiper au maximum les conflits, et aussi une communication à plus large échelle à destination du grand public et de tous les usagers. Et du coup, on voulait profiter du colloque pour se dire qu'on pourrait rassembler toutes nos plaquettes, toutes nos images, tout ça, pour faire une banque et s'échanger les informations pour ne pas réinventer une fois de plus l'eau chaude, et qu'on puisse tous échanger les textes, les images, les dessins, les crebards, pour avoir une communication qu'on n'ait plus qu'à réadapter par secteur, parce qu'on est tous confrontés aux mêmes problématiques. Et l'association L'Eau-Parvis est candidate pour gérer la banque de données? Il y a l'ASFEPM auquel L'Eau-Parvis adhère. Ça, oui, alors ici, oui, pardon. Et puis Jean-Pierre Choisy, Drôme. Déjà, je me réjouis qu'on voit qu'il y a quand même une convergence notable. Mais il y a 2 points de vue, c'est que l'intervention locale et tout, c'est extrêmement important pour la réalisation, mais il y a un autre aspect, il faudrait qu'au niveau
des autorités, ça peut être même jusqu'au ministère et autres, il faut les mettre en face de leurs responsabilités pour définir une politique nationale. Ils ont le droit de dire, nous on s'en fiche, on ne veut pas qu'il y ait de restauration de la présence du castor, ça sera le minimum pour ne pas avoir d'emmerdement. Mais alors on l'assume politiquement, y compris sur le plan électoral, en disant, eh ben, vous reconnaissez officiellement que vous n'êtes pas pour une politique de restauration de la biodiversité. D'accord ? Ou alors, si c'est un autre cas, il faut bien comprendre que tous les petits cours d'eau comme ça, ce n'est pas notre problème en réalité, la restauration du castor. Parce que par rapport aux grands cours d'eau, on ne gagnera pas des populations énormes. Non, le problème, ce n'est pas de lui accorder une micro-bande pour avoir une famille de castors en plus, c'est de lui permettre de jouer un rôle de restauration écologique. Mais ça sera ou l'un ou l'autre. Même si on ne tranche pas, il faut simplement que ça soit clair. Il faut qu'ils prennent position. Il ne faut pas qu'ils, comme font toujours, que ce soit les ministères ou les responsables administratifs, nous faire une réponse où n'importe qui peut y prendre ce qu'il veut et comme ça, il botte en touche. Enfin, on les connaît, quoi. Qu'ils soient de droite, de gauche ou de centre, c'est toujours comme ça. Mais il faut qu'ils soient acculés à prendre une position claire. Eh ben non. Ou bien on fait une restauration écologique par le castor, où on dit on s'en fout. Bon. Il est important de poser très clairement la question aux décideurs politiques. Une réponse claire. Ah oui, mais ça c'est une autre paire de manches. Thomas Ruy, dernière intervention. Oui, non, c'est juste pour rebondir sur ce que disait Raphaël. Sur la mise en commun d'informations et de situations, justement, la SFEPM a créé l'Observatoire national des mammifères, ONM, alors qui est encore dans sa version bêta, avec des choses qu'on peut trouver, notamment un centre de ressources sur différentes espèces. Alors c'est beaucoup plus avancé en termes de chiroptères et de loutres, puisqu'on est dessus depuis plusieurs années. Mais pourquoi pas faire un onglet spécifique castor avec toutes les ressources qu'on peut trouver dedans et mettre ça en commun. Observatoire national des mammifères. Voilà, Merci pour cette offre de service. Rémi, brièvement. Merci. Rémi Luglia, donc SNPN. Je voulais rebondir sur ce que disait Jean-Pierre. C'est en fait, actuellement, la discussion sur la SNB3, Stratégie nationale biodiversité, 3e édition, et le 4e plan national milieu humide, cette thématique-là est bien abordée, donc c'est dans les objectifs. La question ne va pas être les intentions, mais va être les moyens pour les appliquer. On parlait de positionner, alors je le dis aussi directement, la SNPN est tout à fait prête à soutenir la SFEPM comme étant une tête de réseau sur ces thématiques, sur les façons qu'on a évoquées. Mais la question, c'est des moyens. C'est-à-dire que si la SFEPM fait ça avec ses moyens bénévoles, elle ne pourra pas porter cette animation au niveau national, en lien avec l'OFB. Bon, donc là, il y a une décision politique qui va être sur les moyens engagés et consentis. Pour nous, SNPN, la SFEPM et l'acteur associatif qui pourrait venir en lien avec l'OFB et le réseau Castor actuel développer cette thématique-là. Mais la CFEPM ne peut pas faire ça sur ses moyens propres. C'est ce qu'on disait ce matin avec M. Bellimaz. Il y a une application. Oui, tout à fait. Ah, les orientations, elles y sont. Enfin, moi, je les fais inscrire dans la SNB3. Hein, alors, on ne va pas... Et donc, je termine. Pardon, on ne va pas faire de débats bilatéraux comme ça. Non, tout à fait. J'ai trouvé la présentation particulièrement intéressante, mais elle m'a amené à penser, alors pas sur le cas présenté, mais à la séquence ERC. Éviter, réduire, compenser. C'est une séquence qu'on applique en cas de destruction de la biodiversité. Généralement, on applique assez peu le E, très peu le R, et on va quasiment directement au C de compenser. Bon, je suis un peu caricatural, mais enfin, à peine. Je me demande si on ne pourrait pas inverser les choses et d'appliquer cette séquence ERC aux problématiques posées par la biodiversité aux humains, en essayant, et c'est ce qui est fait, d'éviter les dégâts, les problèmes, éventuellement de les réduire, on le voit en aménageant des seuils de barrage, mais aussi en essayant de réfléchir à la façon dont on peut compenser les pertes humaines, notamment en termes de ressources économiques, notamment des agriculteurs, liées à l'installation de la biodiversité. Bon, moi, ce que je constate, c'est qu'on va assez peu sur cette thématique-là et qu'on préfère toujours essayer de réduire, je dirais, la libre expression d'une nature plus spontanée, plus sauvage, plutôt que d'essayer de trouver les moyens de lui permettre de s'exprimer avec toute sa potentialité. Et pour moi, c'est une façon qui montre bien que l'enjeu est sur la façon dont nous, humains, notre société et nos décideurs pensent la biodiversité. Donc, alors, on est en train... Je trouve ça très favorable de voir qu'on puisse avoir une alliance entre des collectivités locales, des associations, des administrations, pour arriver à produire
un tel plan de gestion tel qu'on le voit. Et ça, je considère que ça devrait se déployer sur tout le territoire. On est en train implicitement d'interpeller l'État. Nous avons un représentant de l'État avec nous. Il va répondre avec toute la rigueur. Pardon, Éric Touvenot, donc d'Adréal, Grand Est. Donc ERC, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce qu'aujourd'hui, dans la région Grand Est, en tout cas, ce qu'on applique, c'est le éviter, réduire, et surtout le réduire, c'est au lieu d'arraser le barrage, est-ce qu'on peut juste l'écrêter? Est-ce qu'on peut mettre un siphon? Est-ce qu'on peut diminuer le niveau d'eau qui n'inonde plus les parcelles en amont? Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on applique, nous, réglementairement, c'est que s'il n'y a pas de terrier hutte à l'amont, du coup, le barrage, on peut l'écréter, on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Par contre, dès lors qu'il y a un terrier hutte à l'amont qui est actif et avec une présence de cellules familiales, là, pour le coup, on soumettrait ça. Déjà là, c'est en procédure de dérogation et ça va déjà beaucoup plus lourd. On n'en a pas eu techniquement là-dessus, en tout cas pas récemment. Et là, on soumettrait avec recréer un gîte carrément. Donc en fait, les gens, ils y vont pas. Mais le E et le R, on l'applique excessivement. Et d'ailleurs, grâce aux collègues de l'OFB, enfin collègues office public, mais bon, et des associations. Et du coup, sur cette base de rapport-là, nous, on cadre systématiquement avec les élus, enfin les porteurs de projets, pardon, les modalités. Oui, vous pouvez faire ça, ça et ça et ça. Et vous ne baissez pas plus. Donc du coup, le E et le R, on l'applique excessivement sur le castor. Voilà. Merci beaucoup. On a un échange là et un sujet. Alors, on va pas avoir... Alors, vraiment, un mot et je vous couperai. Très bien. Du coup, pour information, l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé une doctrine régionale pour justement les cas d'intervention. Et elle est en ligne à www. Elle est en ligne, voilà. Et pour la petite anecdote, je crois que le castor, c'est peut-être l'agent le plus discret et le plus efficace de l'épage de la Bourbre, puisqu'on avait un projet de restauration d'un ruisseau sur notre bassin versant. On s'est cassé les dents avec des montées de boucliers des agriculteurs. Et en fait, le castor est en train de le faire discretos maintenant. Merci à vous quatre. Merci pour les contributions. Et les débats qui sont en train de s'amorcer. Alors, il y a des